Par 2 fois, il a été obligé de partir en exil à cause d'invasions étrangères. Tout d'abord, en 1903, quand les forces britanniques sous le commandement du colonel Francis Younghusband ont envahi le Tibet. Il n'est rentré qu'en 1909 pour repartir en 1910 quand les armées mandchoues de la dynastie Qing ont attaqué le Tibet oriental. Les Britanniques n'étaient certainement pas venus pour rester, mais les forces impériales mandchoues avaient vraisemblablement l'intention de nous conquérir. Cependant, leur dynastie s'est effondrée en 1911 et lors de l'abdication du dernier empereur en 1912, Lamban des Qing, le représentant impérial à Lhasa, s'est rendu. Comme je l'ai dit, c'est après son retour en 1913 que le 13e Dalai Lama a tenté de faire valoir l'indépendance du Tibet sur la scène internationale avec des actes comme la signature d'un traité avec la Mongolie en 1913 où les deux États réaffirmaient leur indépendance respective. Ce statut n'avait pas changé quand la Chine communiste a envahi le Tibet en 1950. Si nous avions correctement déchiffré ces signes pendant toutes ces années, nous aurions pu comprendre qu'une nouvelle invasion était probable. Ce qui incite fortement à penser que nous avons laissé passer notre chance pendant la période cruciale entre la mort du 13e Dalai Lama en 1933 et la naissance de la Chine communiste en 1949, surtout lorsque le chaos régnait en Chine du fait de l'instabilité de son gouvernement et de la guerre civile. De fait, peu avant sa mort, le 13e Dalai Lama a laissé un testament final, extraordinaire et prophétique. J'ai lu ce texte quand j'étais jeune. Laissez-moi le citer en longueur parce qu'il démontre à la fois ses talents de visionnaire et l'ampleur de l'échec du gouvernement tibétain à entendre ces mises en garde pourtant très claires. Voici ce qu'il écrivait. J'ai presque 58 ans à présent, et bientôt, il me sera impossible de continuer de vous servir. Tout le monde devrait prendre conscience de ce fait et commencer à envisager ce que vous ferez quand je serai parti. Entre moi et la prochaine incarnation, il y aura une période où vous devrez vous débrouiller tout seul. Nos plus puissants voisins sont l'Inde et la Chine, et tous deux ont de très puissantes armées. Dès lors, nous devons essayer d'établir des relations stables avec l'un comme l'autre. Il y a aussi beaucoup de petits pays près de nos frontières qui entretiennent une forte armée. C'est pourquoi il est important que nous entretenions une armée efficace avec des soldats jeunes et bien formés qui soient en mesure d'assurer la sécurité du pays. Si nous ne nous préparons pas à nous défendre face à une vague de violence, nous aurons de très faibles chances de survie. En particulier, nous devons nous protéger des barbares communistes qui apportent la terreur et la destruction partout où ils vont. Ils sont le pire du pire. Ils ont déjà consumé la plus grande partie de la Mongolie. Ils ont pillé et détruit les monastères, forcé les moines à rejoindre les rangs de leur armée en exécutant sur place ceux qui refusaient. Ils ont annihilé la religion partout où ils l'ont trouvée. Avant peu, l'assaut rouge sera devant nos portes. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous entrions en conflit direct avec eux. Et lorsque ça se produira, nous devons nous tenir prêts à nous défendre. Sinon, nos traditions culturelles et spirituelles seront totalement éradiquées. Les monastères seront mis à sac et détruits. Les nonnes et les moines seront tués ou chassés. Les grandes œuvres des nobles rois dharma seront défaites. Et toutes nos institutions culturelles et spirituelles seront persécutées, détruites et oubliées. Les droits imprescriptibles et les biens du peuple seront spoliés. Nous deviendrons les esclaves de nos envahisseurs et on nous forcera à déambuler impuissants tels des mendiants. Tout le monde sera obligé de vivre dans la misère. Les jours et les nuits s'écouleront lentement, avec de grandes souffrances et dans la peur. C'est pourquoi maintenant que la puissance de la paix et du bonheur est avec nous, maintenant que le pouvoir d'agir est encore entre nos mains, nous devrions faire tous les efforts possibles pour nous préserver de ce désastre imminent. Utiliser des méthodes pacifiques lorsqu'elles sont appropriées, mais lorsqu'elles ne le sont pas, ne pas hésiter à avoir recours à des moyens plus coercitifs. Travaillez avec diligence, maintenant qu'il est encore temps. Ainsi, vous n'aurez pas de regrets.
Il est tragique qu'à la suite du décès du 13e Dalai Lama, la régence et les dirigeants tibétains n'aient pas saisi l'urgence et la gravité de cette mise en garde. Elle s'est révélée exacte, autant que précise sur à peu près tous les aspects. Quand on considère la tragédie du Tibet dans un contexte plus large, on y retrouve une extraordinaire ironie. Tout de suite, après la Seconde Guerre mondiale, partout dans le monde, les nations impérialistes renonçaient à leurs colonies. On pense aux mandats britanniques et français, au Moyen-Orient, vers la fin des années 1940, et surtout à l'indépendance de l'Inde en 1947 bien sûr. Alors que toutes ces puissances impériales se débarrassaient de leurs anciennes colonies, la Chine communiste faisait l'acquisition des siennes. La nouvelle Chine communiste a choisi d'envahir un pays indépendant, le Tibet, et d'en faire une colonie. Quoi qu'il en soit, l'inclusion forcée du Tibet dans la République populaire de Chine de Mao a été désastreuse pour les Tibétains. Elle a aussi été problématique, pour ne pas dire plus, pour la Chine elle-même. L'imposition d'une unique nationalité chinoise par-dessus des nationalités multiples, dont la tibétaine, chacune ayant une langue, une culture et une histoire distinctes, ainsi qu'un peuple qui ne s'est jamais considéré comme chinois, a créé un État moderne à l'instabilité inhérente, sous la menace chronique de tensions ethniques qui requièrent de Pékin des méthodes d'assujettissement colonialistes et brutales. La seconde ironie est plutôt d'ordre éthique et moral. En décembre 1948, les Nations Unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondamental qui pose les fondations selon lesquelles les sociétés civilisées du monde moderne doivent traiter leurs citoyens et ceux d'autres pays. Cette déclaration a acquis un fondement juridique en 1976 à travers le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, réaffirmé en 2022. La Chine communiste, par contraste, a évolué dans la direction opposée. Presque aussitôt après l'adoption par les Nations Unies de la déclaration,